Bonsoir à toutes et à tous, ça fait plaisir de voir l'auditoire aussi plein. Bienvenue pour cette première conférence de notre cycle de conférences du génie civil. Petite information déjà pour les étudiants de première année, pour le cours durabilité, à la sortie de l'auditoire, à la fin de la conférence, vous aurez la possibilité de signer la feuille pour attester votre présence qui compte dans votre module de durabilité. Ensuite, pour cette conférence, ce soir un petit peu particulière, comme vous pouvez le constater, c'est que des professeurs. C'était le moyen de les faire tous venir aux conférences de génie civil, d'organiser ça pour eux. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre un étudiant, un assistant et un professeur, puisqu'on a les trois populations dans cet auditoire? L'étudiant, il doit tout savoir. L'assistant, il doit savoir où chercher, et le professeur, il doit savoir où est l'assistant. Sur ce, je passe directement la parole à Fabienne Favre-Boivin, qui est la responsable de l'Institut. Voilà, c'est un très grand plaisir, un très grand honneur de vous accueillir pour cette conférence, il a dit Renaud, très particulière, qui va se faire donc à plusieurs voix. Les membres de l'Institut des technologies de l'environnement construit, l'ITEC, vont vous présenter les domaines de recherche dans lesquels ils sont actifs. Il est coutume de présenter le parcours professionnel de nos invités qui prennent la parole. Ça ne sera évidemment pas possible de le faire pour tous nos professeurs, mais je vais prendre un petit moment pour vous présenter l'ITEC, donc l'Institut des technologies de l'environnement construit. L'ITEC s'inscrit et tente de répondre aux défis d'aujourd'hui. Ce qu'on vit actuellement, c'est une complexification des normes, on est dans des enjeux climatiques colossaux, on doit économiser les ressources. En fait, il faut parvenir à faire mieux avec moins pour s'adapter à notre environnement et pour préparer celui de demain. Les chercheurs de l'ITEC sont actifs autant dans le développement, dans l'innovation, dans la planification, dans l'optimisation de produits, de projets. Puis l'ITEC est également un partenaire de transfert technologique. En illustration, vous avez une photo des journées BFUP, mais on pourrait citer également les formations dans le domaine de l'acier, de la modélisation, des canalisations, dans lesquelles participent nos professeurs. En cas de besoin d'expertise, l'ITEC met à disposition des spécialistes dans tous les domaines du génie civil. Ici, on a un exemple d'un accident pour lequel il y a une expertise qui a été nécessaire sur le bâtiment qui a été endommagé. On a souvent l'impression que le chercheur il fait ce qu'il veut dans son labo. Alors, ce n'est pas du tout vrai. On a des missions, elles nous sont données par la HESSO, puis transférées par notre école mère, l'école d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg. Et parmi ces missions, il y a celle d'être le partenaire de transfert technologique. Il y a, on l'a dit, et d'être à la disposition des PME et du tissu socio-économique régional. Que ce soit pour développer des projets, que ce soit pour le transfert du savoir. On a aussi comme mission de nourrir l'enseignement. Et ça, c'est une tâche enseignement-recherche qui est indissociable. Enfin, ce sont deux tâches qui sont indissociables. Nos étudiants bénéficient de nos travaux de recherche. Comme ça, ils arrivent sur le marché avec les dernières nouveautés. On doit aussi collaborer à l'échelle internationale. Alors, on a quelques projets qui nous permettent de faire ça. Et puis, répondre à des questions complexes au service de la société. Alors, qui dit complexité, dit travail interdisciplinaire. Donc, au sein de l'ITEC, on a cette interdisciplinarité dans tous les domaines du génie civil, mais on peut également s'appuyer dans notre école sur nos centres de compétences auxquels nous participons. On est dans le centre de compétences Smart Living Lab, dont vous avez peut-être entendu parler, le SLL, avec des collègues des instituts énergie, des architectes de l'Institut Transform, et puis on est aussi présent dans le centre de compétences Rosas, grâce auquel on a accès à de l'intelligence artificielle, une connaissance sur les capteurs et les systèmes de traitement des signaux qui sont relatifs, etc., etc.
On a des laboratoires qui sont de belles infrastructures. Vous avez ici justement le laboratoire de structure, le laboratoire de structure toujours vu d'en haut. L'hydraulique, je ne vois rien du tout, c'est terrible. Pardon, le laboratoire d'environnement et puis le laboratoire de géotechnique, pour les citer. Et puis on a aussi des moyens de calcul et de modélisation qui sont suffisants en tout cas pour les modèles dont nous avons besoin pour travailler. Vous avez ici des simulations qui ont été réalisées sur différents types de thématiques, construction ou mobilité, et puis hydraulique. On travaille essentiellement avec des partenaires du privé. Vous avez ici une liste logo de nos partenaires. Peut-être que vous allez reconnaître certaines entreprises dans lesquelles vous travaillez ou avec qui vous avez travaillé. Donc, c'est la plus grande partie de nos partenaires. On a aussi des partenariats avec les institutions publiques, les villes, les offices cantonaux, les offices fédéraux, et puis une toute petite part de notre recherche qui est assurée par des fonds HESSO. On est assez définitivement tourné vers l'extérieur de l'école pour assumer nos missions. Je passe la parole maintenant à ma collègue. Oui. Bonsoir, Géraldine Bullinger, et je vais vous présenter en fait la dimension humaine que nous avons au sein de l'Institut ITEC. Donc l'Institut, il est bien sûr porté par un groupe de chercheuses, de chercheurs, que ce soit des professeurs, des adjoints scientifiques, des collaboratrices et des collaborateurs scientifiques, représentés ici sur cette série de photos. Cette liste est non exhaustive, il faut l'ajouter. Il y a les membres également du personnel ici administratif et technique qui travaillent dans les laboratoires précédemment présentés par Fabienne Favre, ainsi qu'au sein de la filière. Les chercheuses et chercheurs de l'Institut disposent de compétences variées, ce qui permet une recherche appliquée et interdisciplinaire dans 4 axes de recherche différents. Nous avons tout d'abord ici l'axe transport et mobilité, puis l'axe sol-eau, l'axe géotechnique et finalement l'axe structure. Les porteurs de projets développés par l'Institut ITEC sont principalement les professeurs qui vont intervenir d'ailleurs dans cette conférence et donc que je présenterai au fur et à mesure des interventions. Mais à ce stade, je souhaite mentionner les professeurs Vincent Labieuse et Christophe Herren, que vous ne verrez pas ici au micro aujourd'hui, mais qui sont dans la salle, ainsi que nos 2 adjoints scientifiques, porteurs également de projets, à savoir Julien Stone et Alexandru Kira, ici présents également. Mais toute cette recherche se fait également grâce à nos collaboratrices et nos collaborateurs scientifiques que vous pouvez voir ici en plein travail sur la photo de droite. Ainsi, l'Institut ITEC travaille dans des domaines de compétences multiples, grâce aussi à de nombreuses approches. Un vaste éventail de méthodes est à notre disposition pour la réalisation des projets. Mesure et monitoring, l'approche expérimentale, la modélisation numérique, ainsi que le développement de nouvelles approches. Et c'est d'ailleurs à travers ces différentes méthodes évoquées ici que nous allons vous présenter quelques projets de recherche de l'Institut ITEC. Nous sommes en effet compétents dans la prise de différentes mesures et le monitoring qui permet d'analyser, de contrôler ou de surveiller différentes infrastructures ou procédés de traitement. Je laisse donc la parole à Mylène Devaux et David Dort qui vont vous présenter quelques projets emblématiques de l'ITEC en lien avec cette approche. Merci beaucoup Géraldine pour l'introduction. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, nous avons effectivement la chance d'avoir à l'HEIA et dans l'Institut ITEC une large palette d'équipements de haute, voire très haute précision, notamment un scanner laser 3D qui a été utilisé par ma collègue Johanna Henser, ici présente, dans le cadre du projet Multivie. Ce projet
a été soutenu par le Smart Living Lab et a nécessité la réalisation d'un relevé 3D par un scanner laser haute précision afin de garantir une analyse exhaustive et fiable de la structure existante en vue d'un potentiel réemploi. Ici, vous voyez un relevé détaillé de la halle Villars, et puis sur la diapositive suivante, vous verrez la halle Pilette, donc, qui a été réalisée à l'aide du scanner laser Faro Focus S70, qui offre une précision de plus ou moins 1 mm sur une distance de 10 à 15 mètres. Chaque station produit environ 28 millions de points par scan, avec une résolution particulièrement fine. Après la phase de numérisation, le numage de points a été intégré dans Revit pour générer un modèle numérique complet de la halle. Celui-ci comprenait les principaux éléments porteurs, notamment donc les fermes principales, les secondaires, les murs en béton armé, ainsi qu'une représentation détaillée des assemblages. Le bâtiment a ainsi été tracé à partir de nuages de points, permettant une décision précise des sections et des dimensions de chaque élément. L'objectif du scan était triple. D'une part, il s'agit de visualiser la halle en 3D et réaliser des visites virtuelles, mais également extraire les dimensions exactes pour l'analyse et anticiper la modélisation de renforcement potentiel, le cas échéant. Enfin, ces modèles ont également été exploités pour être exportés et intégrés dans le logiciel de calcul en appui aux simulations numériques. Parmi notre gamme d'appareils de mesure, nous disposons également d'accéléromètres ainsi que de logiciels spécialisés dans le traitement des signaux, notamment ceux liés aux accélérations. L'exemple présenté ici illustre une campagne de mesure réalisée à l'aide de plusieurs accéléromètres afin d'identifier le comportement dynamique d'une passerelle métallique située à Bro, sur la Sarine. Cette campagne a permis de vérifier que les accélérations maximales induites par des sollicitations standards, donc des piétons, restent inférieures au seuil admissible, tant pour les mouvements verticaux qu'horizontaux, en fonction du type de passager concerné. Grâce à ces accéléromètres, nous pouvons également mener des campagnes de mesure de vibrations ambiantes afin d'identifier les comportements dynamiques d'ouvrages particuliers complexes, comme ici l'église de l'abbaye d'Hauterive. L'exemple présenté ici, donc l'église abbaye d'Hauterive, dont la configuration structurelle engendre un comportement dynamique particulièrement complexe, a pu être justement traité grâce à ces mesures de vibration ambiante. Donc, ces analyses permettent de valider la fiabilité des modèles numériques et de procéder à l'évaluation ensuite de la sécurité structurale des ouvrages étudiés sous l'effet de sollicitations sismiques. Nos équipements de mesure nous permettent également de procéder à du monitoring et à l'établissement de jumeaux numériques, comme c'est le cas ici pour le projet mené par Marc-Antoine Fénard. En effet, en raison d'un besoin fort d'information du flux directionnel de trafic routier, notamment donc pour les jumeaux numériques, nous envoyons sur le terrain des drones sur différents aménagements routiers successifs afin d'obtenir des informations au niveau des origines et des destinations des usagers. Vous pouvez voir une vidéo où on peut identifier les usagers de la route avec typiquement la compensation des mouvements du drone. Et ça fait partie des algorithmes qui ont été développés dans le cadre de ce projet. Et puis aussi, sur la deuxième image en bas, les vitesses des véhicules. Les données à traiter étant nombreuses, nous avons développé un outil nous permettant de générer automatiquement les matrices origine-destination sur les différents aménagements en catégorisant les usagers, notamment donc les voitures, les poids lourds, les motos, les vélos, les piétons, ainsi qu'en obtenant différentes informations relatives au trafic, les vitesses, les accélérations, les freinages, les comportements des usagers et les trajectoires utilisées. Point généralement problématique, les mouvements éventuels du drone, donc y compris lors de son repositionnement après un changement de batterie, sont automatiquement gérés par les algorithmes développés. La précision du vol, donc, n'est pas déterminante dans ce sens-là, grâce au traitement des données. D'autres domaines dans lesquels on est actif, dans le domaine de l'acquisition des données, en lien particulièrement avec l'hydraulique, l'acquisition de données notamment sur les cours d'eau. Vous avez un exemple ici de projet sur lesquels on a acquis des données de température de la rivière pendant une longue période de données, une durée qui est toujours en cours d'ailleurs, plus de 8 ans, mais on espère que durant les années à venir, ça va se prolonger, ou sur plusieurs sections du cours d'eau que vous identifiez sur la figure de droite ici,
Il y a des mesures de température avec une résolution temporelle relativement fine, un intervalle de temps de 10 minutes, qui ont été acquises. Ça nous a permis donc de répondre à certaines problématiques, à certaines questions que l'on avait sur ce tronçon de cours d'eau, sur lequel on a effectivement une situation particulière puisqu'on a du turbinage qui provient de la centrale hydroélectrique de Haute-Rive, et ce turbinage-là va induire des modifications de la température à l'intérieur du cours d'eau. C'est un élément qui nous permet d'illustrer que ce type d'acquisition de données nous permet à la fois, dans un premier temps, parfois de répondre à des questions qu'on se pose directement, à savoir quelle est cette variation de température qu'on a à l'intérieur de notre cours d'eau, et c'est directement l'acquisition de ces données qui va nous permettre d'y répondre. Mais ensuite, ça nous permet aussi de développer d'autres approches d'analyse et de modélisation qui nécessitent au préalable d'acquérir des données pour fonctionner. Vous avez un exemple ici, justement avec la performance du modèle qui est représenté à gauche, où vous avez en gris foncé les données qui ont été mesurées sur le cours d'eau, et à mesure qu'on a intégré de nouveaux processus à l'intérieur de notre modèle numérique, on a pu se rapprocher des valeurs qui étaient mesurées. Et le fait d'avoir un modèle performant à la fin est directement lié au fait d'avoir à la base des données qui décrivent ce qui se passe dans notre cours d'eau pour pouvoir calibrer notre modèle numérique. Donc ces données acquises nous permettent à la fois de répondre à des questions qu'on se pose initialement et à la fois de soutenir nos analyses qu'on peut faire par la suite. Un autre domaine dans lequel on a beaucoup travaillé sur la question de l'acquisition de données, en particulier donc ma collègue Fabienne Favre, que vous avez entendu précédemment, c'est sur la question de la performance des systèmes de traitement, en particulier traitement des eaux de chaussée. Durant les dernières décennies, on a vu pas mal de nouveaux systèmes de traitement arriver, avec des performances variables, on va les qualifier comme ça, et il était parfois nécessaire de pouvoir justement mesurer la performance de ces systèmes in situ, une fois qu'ils sont installés, pour pouvoir évaluer leur performance dans le temps. Donc, c'est des systèmes sur lesquels il est nécessaire d'avoir des appareils de mesure qui sont placés en amont et en aval du système, pour pouvoir comparer la qualité de l'eau en entrée et en sortie du système. Et ça montre aussi deux éléments ici importants, c'est que non seulement il est nécessaire d'avoir le matériel à disposition pour faire ce genre de choses, mais aussi d'avoir la connaissance sur comment est-ce qu'on peut installer ce matériel sur place, pour pouvoir bien sûr acquérir des données qui sont fiables, mais aussi pour permettre d'avoir ces données qui sont mesurées tout en maintenant finalement un ouvrage qui reste en fonction pendant la durée des mesures. Un autre élément important aussi, c'est que ces données finalement, en tant que telles, sont rarement une finalité, mais vont permettre par la suite de répondre à certaines questions de recherche qui sont posées. Et pour ceci, les compétences, elles ne se concentrent pas uniquement sur le fait de posséder des équipements et de savoir comment les installer, mais aussi de savoir finalement comment traiter les données qui sont mesurées, comment filtrer parfois ces signaux qui ont pu être mesurés pour pouvoir en ressortir finalement des séries temporelles qui décrivent l'évolution des paramètres qui nous intéressent, dans le cas présent des flux de matière en suspension à l'intérieur de nos systèmes, ou à une échelle temporelle un peu plus large, des bilans d'abattement de matière en suspension entre l'entrée et la sortie sur la durée du monitoring. Merci David et Mylène. Le monitoring nous permet donc d'avoir un suivi, d'analyser des performances, des propriétés de matériaux, de leurs capacités structurelles. Mais pour passer de l'observation à l'action, nous avons besoin de confirmer les hypothèses et d'aller plus loin à l'aide d'expérimentations qui vont permettre de tester certaines solutions et de valider des pistes d'amélioration. Les projets choisis pour illustrer cette approche vont vous être présentés par Michael Pfister et Dario Redaelli. Ein Teil unserer Forschung beschäftigt sich auch mit dem städtischen Gebiet. Und wenn man im städtischen Gebiet arbeitet, dann interessieren wir uns vor allem für den Zusammenhang von Boden, Wasser und Klima. Und es ist offensichtlich, dass man dann rausgeht und in situ misst und vielleicht auch Proben mit nach Hause nimmt ins Labor und diese untersucht. Und ein erstes Projekt, das ich vorstellen möchte, beschäftigt sich genau mit dieser Fragestellung, mit diesem Dreieck. Es konzentriert sich auf den Boden und schaut dann, wie der Boden zur Regulierung von Regenwasser beitragen kann und auch wie der Boden thermisch dämpfen kann.
Das ist ja im Rahmen der Fragestellung Schwammstadt zentral, oder? Wie kann ich Regenwasser entsorgen durch Infiltration und wie kann ich Hitzeinseln vermeiden? Also es ist vor allem das Ziel, die positiven Eigenschaften des Bodens zu nutzen, vielleicht auch wiederherzustellen, wenn es sich um künstlicher Aufbau handelt. Hier mit diesem Projekt wurden in der Stadt Lausanne verschiedene Böden getestet in situ. Wir sehen hier im mittleren Foto Versickerungsversuche. Es wurde Wasser beigegeben und geschaut, wie der Boden dieses Wasser aufnehmen kann. Und auf dem rechten Bild, auf dem Video, sehen wir Porosität. Diese wurde im Tomograph 3D gemessen. Und entsprechend konnten wir feststellen, dass vor allem obere Bodenschichten verantwortlich sind für die Versickerungsleistung, aber auch für die thermische Dämpfung der Hitzeinseln. Ein zweites Projekt beschäftigt sich mit einer ganz ähnlichen Fragestellung, aber jetzt nicht mehr für klassische Regen, sondern für Extremregen, für Starkniederschläge. Für klassische Regen kann die Schwammstadt Wasser versickern, aber wenn mehr Wasser kommt, als sie versickern kann, ist die Leistung erreicht. Die Speicher sind voll, die Retentionsvolumen, und wir brauchen dann eben trotzdem ein effizientes Entwässerungssystem. Und effiziente Entwässerungssysteme, klassische Entwässerungssysteme müssen also viel Wasser ableiten und in steilen Topografien haben wir auch viel Energie im System. Beides verlangt nach Absturzschächten, besondere Bauwerke, die diese Situation gut handhaben können. Und wir haben uns hier überlegt, wie könnte so ein Absturzschacht aussehen. Wir haben einen neuen Typ entwickelt. Ihr seht rechts, mit numerischen Simulationen haben wir Geometrien abgefahren, Varianten getestet und uns dann auf eine effiziente Variante eingeschossen. Diese im physikalischen Modell, im Prototypmaßstab 1:1 von unserem Industriepartner geliefert bekommen, getestet. Es hat uns dann interessiert, wie gut stimmt das physikalische Modell mit den numerischen Simulationen überein, also eine Validation gemacht und dann weitere Aspekte angeschaut, zum Beispiel Lufttransport. Die Numerik kann das nicht abbilden. Und am Schluss zusammen mit diesen Informationen können wir sind aktuell daran, Bemessungsgrundlagen für Wasserbauingenieure zur Verfügung stellen. Ein weiteres Projekt, das ich euch vorstellen darf, beschäftigt sich mit der Mobilität und Selbstständigkeit von blinden und sehbeeinträchtigten Personen. Hier wurde im Rahmen eines Living Labs gearbeitet, das heißt, man hat verschiedene Prototypen getestet mit betroffenen Personen draußen, untersucht, sie diese Infrastrukturen benutzen lassen und entsprechend dann in iterativen Zwecken zickeln diese Infrastrukturen wieder verbessert. Es wurden um die 20 Prototypen entwickelt und getestet. Diese haben sich vor allem auf Leithilfen konzentriert, das heißt unterwegs zum Beispiel auch im Bereich von Baustellen, Zugängen zu Gebäuden, Freizeitaktivitäten, aber auch für die Mobilität im öffentlichen Verkehr. Ein Teil dieses Projekts, ihr seht es rechts auf der Folie, hat dann auch die Sensibilisierung der sehenden Bevölkerung eingeschlossen. Das heißt, wir haben sehenden Leuten VR-Brillen aufgesetzt, um ihre Sehfähigkeit einzuschränken, um zu simulieren, wie es ist, wenn man eben nicht mehr gut sieht. Und sie dann über einen Parcours gelassen mit den entsprechenden Hilfsmitteln, dass sie das selbst erfahren können, wie das ist im Alltag. Nous avons maintenant deux projets qui illustrent nos capacités d'essai plutôt dans le domaine mécanique. Le premier projet, c'est un projet c'est des études qui ont été réalisées dans le cadre d'une thèse doctorale qui a été encadrée par mon collègue Vincent Labiuse. Le but était d'étudier ou de mieux comprendre les déplacements qui se produisent dans un massif argileux lors du creusement des galeries profondes. Donc, c'est notamment un lien avec les besoins de stockage de matériaux radioactifs en profondeur. Et dans le cadre de ce projet, il a été notamment conçu et utilisé un système d'essai, une cellule triaxiale qui permet de tester des cylindres creux en argile en contrôlant la pression de confinement et la pression d'eau à l'extérieur et à l'intérieur du cylindre, du corps creux.
Donc c'est un système d'essai qui permet aussi de réaliser des tests accélérés, sachant qu'une heure de test correspond à peu près à 3,6 années de comportement dans la réalité. Les mesures ou la prise d'image a été effectuée par tomographie à rayon X. Vous voyez ici le développement sur la durée. Et ensuite, les images ont été traitées par des méthodes de suivi des particules ou par des méthodes de corrélation d'images. Les résultats de ces projets, les résultats originaux, ont permis de démontrer que le comportement des cylindres dépend fortement de la direction selon laquelle on prélève les carottes, et notamment si les carottes sont prélevées dans la direction parallèle au litage de l'argile, on peut constater un comportement, un endommagement qui est très fortement anisotrope. Ces résultats permettent d'ailleurs de continuer cette recherche avec une deuxième thèse de doctorat qui commence actuellement. Un deuxième projet concerne le renforcement au poinçonnement des planchers dalles en béton avec des couches en BFUP. Ici, il s'agit du projet d'une dalle d'un centre commercial qui est fortement armé et pour laquelle il y avait le souhait d'augmenter la charge utile ou de carrément doubler la charge utile. L'ingénieur du projet avait identifié la solution de renforcement BFUP comme une bonne option pour renforcer à la flexion et au poinçonnement tout en gardant le parking sous-jacent en exploitation. Une étude de littérature que nous avons effectuée nous a permis de démontrer que des modèles existent pour décrire les modes de rupture des dalles sans armature de poinçonnement. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune connaissance préalable à niveau global sur le mode de rupture des dalles avec armature de poinçonnement. Donc nous avons conçu et réalisé une série d'essais pour étudier ces modes de rupture et pour étudier également l'influence de certains paramètres, comme par exemple l'épaisseur de la couche en BFUP. Cela nous a permis de développer un test setup de poinçonnement qui est très performant et versatile. Donc ça nous permet de tester des dalles de 3 mètres x 3 mètres avec une capacité maximale de 4 méganewtons, donc 400 tonnes, en changeant aussi la distance des points d'introduction de la force. Nous avons utilisé ce setup pour plusieurs projets. On a aujourd'hui une expérience déjà de 17 dalles à échelle réelle testées depuis 2021. Et aussi une expérience dans différents systèmes de mesure très détaillés, comme par exemple des jauges fixées sur les armatures, des capteurs de délamination, et aussi l'utilisation de corrélations d'images pour obtenir le champ de déplacement 3D. Ces résultats nous ont permis d'observer les modes de rupture souhaités, de les comparer avec les modèles existants, et grâce à un modèle aux éléments finis non linéaires validé par les essais, on a également pu accompagner le projet d'exécution. Une dernière image pour montrer aussi nos capacités d'essai à grande échelle. Il s'agit de 9 poutres que nous avons testées. C'est des poutres en béton armé et précontrantes, testées pour l'OFU avec une longueur de 10 mètres. Alors, il faut savoir que grâce à un élargissement assez récent de notre sol de réaction et aussi grâce à un développement continu de nos compétences en termes de techniques de mesure, nous sommes capables aujourd'hui de tester des éléments, des poutres d'une longueur même supérieure à 20 mètres, en mesurant par exemple le champ de déplacement et de formation complet grâce à des techniques de corrélation d'images. Merci Michael et Dario. Les expériences réalisées sur le terrain ou au laboratoire par des modèles physiques nous permettent d'avoir une meilleure compréhension de certains comportements, mais ces expériences présentent souvent des limites. Il est en effet parfois difficile d'explorer toutes les conditions possibles et le problème du coût et du manque de précision peut être limitant. Nous avons donc besoin de généralisation, de prévision, ce qui permet de dépasser ces limites et de compléter les études en simulant différents scénarios. C'est ce que vont vous présenter maintenant Stéphane Comment et Marc-Antoine Fénard. Les systèmes de transport sont souvent complexes. Les réactions des usagers face à de nouveaux aménagements, de nouveaux schémas de circulation sont parfois difficiles à évaluer.
C'est pourquoi nous développons des jumeaux numériques qui permettent justement de simuler ces scénarios. Nous utilisons principalement ces jumeaux numériques dans l'appui au bureau d'architectes et d'ingénieurs pour définir les circulations internes des usagers d'un site, tel que l'exemple que vous avez tout en haut, où on voit ici un futur complexe sportif et de loisirs, ou d'apporter aussi un soutien décisionnel à des autorités ou des compagnies de transport public, comme vous avez les deux exemples en bas pour l'aéroport de Milan ou pour la compagnie belge Deyn. Dans nos modèles, chaque usager est un agent qui va prendre un comportement différent d'un autre usager, ce qui permet aussi d'être finalement au plus proche de la réalité du terrain. Dans le domaine de l'hydraulique, des modèles numériques sont également utilisés, comme ici sur la centrale de Schiffenen, pour décrire des mécanismes hydrodynamiques et thermodynamiques. Le changement climatique affecte les lacs de retenue du point de vue de l'équilibre entre production d'électricité et respect de l'environnement, notamment la quantité d'oxygène dissous en aval du lac qui permet la vie des poissons. En comparaison et sur la base de mesures réalisées in situ, plusieurs scénarios d'exploitation et de stratification ont été modélisés dans des simulations numériques tridimensionnelles, permettant ainsi de proposer des stratégies d'enrichissement en oxygène des eaux turbinées, tout en garantissant une production d'électricité suffisante. On vous a séparé quelque part le talk de ce soir en 4 méthodes différentes, mais on se rend compte aussi d'une certaine manière, en tout cas pour la modélisation numérique, qu'on va avoir besoin des résultats des expérimentations qui ont été présentées précédemment. On voit ici par exemple en bas à droite un essai de connexion sur une poutre mixte entre du bois et du béton. On va tirer les résultats de ces expérimentations, construire un modèle numérique, calibrer le modèle numérique sur les expériences, pour après l'appliquer en haut à gauche sur un modèle un peu plus complexe, un peu plus ambitieux, et comparer après les résultats de nouveau avec un modèle réel et physique. De la même manière, on a ici sur la gauche l'influence des charges de trafic et des charges de sol sur des buses métalliques enterrées. Et puis sur la droite, le renforcement d'une tôle métallique par du béton textile. Et de nouveau, vous pouvez voir qu'on a toujours ces deux modèles, modèle numérique et modèle physique ou modèle expérimental, qu'on vient comparer, qu'on vient valider. Alors soit on utilise le modèle physique pour valider a priori le modèle numérique, ou après on essaye de prédire ce qui va se passer avec nos modèles numériques. Un projet dont on vous a déjà parlé ici, c'est dans les premières méthodes. C'est un projet qui vise à quantifier la possibilité de réutiliser, de réemploi de structures métalliques. Vous voyez ici 2 halles, une halle qu'on a déjà vue tout à l'heure, la halle Villard, et puis la halle Polynorme. Sur la halle Polynorme, en fait, on va utiliser le modèle numérique pour essayer de prédire un peu le comportement aux joints entre les diagonales et les membrures. Sur la droite, la halle Villard, on va plutôt essayer de regarder ce qui se passe en termes de connexion, en termes de boulons, en termes de comportement au cisaillement de ces boulons. Ça va aussi nous permettre quelque part de savoir quelle est la capacité résiduelle de ces ouvrages, parce que si on veut les réutiliser, il faut savoir un petit peu dans quel ordre d'idées on va pouvoir les réutiliser plus tard. Et puis donc la troisième halle, où en plus de la modélisation numérique, on a couplé aussi un processus de détection de la corrosion. Donc on a notre modèle numérique, mais en plus on a ce processus de détection de la corrosion qui est fourni par un processus de traitement d'image. Et de nouveau, l'idée de tout ça, c'est de savoir dans quelle mesure on va pouvoir réutiliser ces éléments, parce que de la manière dont Fabienne l'a expliqué tout à l'heure, elle est là Fabienne, l'idée c'est de faire mieux avec moins. Donc l'idée du réemploi qu'on va... Quelque part, ce projet il va traverser un peu la présentation, parce que je pense que d'une certaine manière, on va aussi le retrouver dans la quatrième salve de présentation.
Au niveau du génie civil en général et puis de la géotechnique en particulier, on a pas mal d'incertitudes. Alors vous voyez en haut, d'habitude, dans nos modèles d'ingénieurs, on utilise des valeurs prudentes, on les fait passer à travers des modèles, puis on a des résultats déterministes. Une autre manière, ça serait de définir en fait les inputs de nos modèles, qu'ils soient numériques, comme c'est le cas ici, ou analytiques d'ailleurs, de manière probabiliste, et à ce moment-là, ça sera aussi possible d'avoir les résultats de manière probabiliste et de définir des probabilités de défaillance et des risques. Exemple, pourquoi est-ce que ça peut être utile et pourquoi est-ce que ça s'insère assez bien dans cette problématique de faire mieux avec moins? Si vous avez ici un exemple de capacité portante de semelle de fondation avec une charge, quelle est la charge qu'on peut mettre dessus? Si on utilise un tableur Excel et puis les formules qu'on trouve dans les bouquins, on trouve une certaine charge, 200 kN par mètre linéaire. Et puis si on se dit non, on ne va pas prendre une valeur prudente auquel on va ajouter un facteur de sécurité, mais qu'on définit vraiment une densité de probabilité sur les paramètres de résistance du sol ici, qu'on les fait passer à travers un modèle, eh bien finalement on va finir par trouver une charge qui est plus grande que celle qu'on avait imaginée à la base avec un dimensionnement simple. Donc des fois ça vaut la peine d'investir dans des méthodes de calcul numériques, probabilistes, etc. Parce que peut-être qu'on va les gratter dans les réserves de sécurité qui sont préconisées dans les normes. C'est extraordinaire, mais ça ne marche pas toujours. Quelque part, c'est que si on a une énorme incertitude, ça ne sert à rien du tout, parce que ça va être pire que le dimensionnement déterministe. Par contre, si on réussit à faire des essais, et là, quelque part, je prêche aussi pour notre paroisse, c'est-à-dire que si on fait des essais, et je vous dis que c'est générique, cette approche, ce n'est pas uniquement dans la géotechnique. Faire des essais, c'est toujours bien, dans le domaine des structures, dans le domaine de la géotechnique, dans n'importe quel domaine, sol et eau, transport, etc. On va pouvoir potentiellement gagner quelque chose. Autre illustration et dernière illustration, faire mieux avec moins. On nous a demandé d'estimer la possibilité de renoncer à un niveau d'étayage. Vous voyez, ça c'est une fouille dans la région genevoise où on doit s'assurer que les tassements à l'extérieur de la fouille ne vont pas être trop importants. Est-ce qu'on arrive à construire avec 3 niveaux d'étai ou est-ce qu'il faut en mettre 4? Au niveau du dimensionnement déterministe, on était vraiment à la limite. Qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié, on a fait un modèle a priori, d'abord un modèle numérique. On a essayé de prédire quel allait être le tassement des voies du tram à l'arrière. Et puis après, en cours d'excavation, on a mis à jour nos prédictions. Et puis, ces prédictions ont pu montrer en dernier lieu qu'il n'y aurait pas besoin de mettre le 3e niveau d'étayage. De nouveau, faire mieux avec moins. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Merci Marc-Antoine et Stéphane. Et c'est vrai, le leitmotiv « faire mieux avec moins » nécessite également de développer et d'utiliser de nouvelles méthodes pour répondre aux enjeux actuels de la société et développer des solutions innovantes. Afin d'aller plus loin, l'Institut ITEC se tourne également vers ces nouvelles approches que Johanna Enser et Daya Tsviki vont maintenant vous présenter. Voilà, vous êtes introduit à la thématique, donc nous parlons des nouveautés et des développements à travers plusieurs exemples. Au premier, j'ai le plaisir de vous montrer un projet de mon collègue Vincent Labius, qui était engagé dans la comparaison de l'Eurocode 7 deuxième génération avec les approches de dimensionnement des normes SIA, vu le fait que les normes Eurocode vont être mises en vigueur aussi pour la Suisse à partir de 2027. Cependant, les approches utilisées dans les deux différentes collections des normes sont bien différentes. Et la question qui se posait essentiellement, c'est quelle est l'approche Eurocode qui va être la plus proche possible à ce que nous sommes habitués et comment se présentent les différentes sécurités respectivement. Est-ce que nous surdimensionnons ou sous-dimensionnons? Donc, dans un contexte faire mieux avec moins. Sans entrer dans le dernier détail, vous avez
différentes approches possibles. Donc, soit que vous facturez les propriétés des matériaux, soit que vous facturez, factorisez, si c'est le bon terme, merci. Ah, et j'ai dit que je fais en allemand. Ah, je suis con, pardon. Tut mir leid. War ja vereinbart, dass ich das auf Deutsch mache. Also, ich fange nochmals kurz an. Entschuldigung, Joanna, das geht zulasten deiner Zeit. Also, Eurocodes kommen auch für die Schweiz. Und wir machen es aber mit den ESIA-Normen, insbesondere in der Geotechnik, aktuell anders. Und daher wurde von Vincent Labius wurden diese verschiedenen Ansätze miteinander verglichen. Man kann einerseits die Eigenschaften der Materialien, also des Bodens, mit Sicherheitsfaktoren versehen, oder man kann ganze Widerstände mit Sicherheitsfaktoren versehen. Und sein Vergleich kommt eigentlich zum Schluss, dass wir für typische Situationen, wie zum Beispiel eine Stützmauer, da ist die ESIA auf einer sehr konservativen Seite und wir machen es nicht so gut mit weniger. Aber die beiden Dinge sind relativ nahe beieinander. Voilà, für Details steht selbstverständlich Vincent Labius gerne zur Verfügung. Und jetzt gebe ich schon weiter an Joanna. Le projet La Sol vise à co-créer un processus d'aménagement du territoire qui intègre pleinement la valeur des sols. L'idée est de dépasser la vision du sol comme simple contrainte technique et de le considérer comme une ressource limitée, stratégique et à préserver. Pour cela, la méthodologie du Living Lab a été adoptée qui permet de rassembler des acteurs très divers, entre autres autorités, urbanistes, ingénieurs, collectivités, mais aussi usagers, et de leur donner un espace de co-développement. La question centrale était claire, qui doit faire quoi et à quel moment pour que la stratégie nationale de protection des sols soit effectivement appliquée. Ces ateliers collaboratifs ont permis d'identifier les moments clés dans le cycle des projets, depuis la planification politique jusqu'à la mise en œuvre, où la question des sols doit intervenir. Ils ont aussi mis en lumière les zones de responsabilité parfois floues. Ce projet est porté par ma collègue Fabienne Favre. Donc de ce travail sont issus 5 outils concrets testés auprès d'acteurs de terrain. L'un des plus parlants est la ligne du temps par type de projet, qui permet de visualiser quand la protection des sols doit être activée dans des cas très variés, un hôpital, une zone d'activité, un plan directeur communal ou autre. D'autres outils développés par ITEC et Transform complètent cette approche, par exemple avec un modèle de cahier de charges intégrant la dimension sol ou des référentiels pour la validation des processus. En résumé, la SOL fournit une boîte à outils opérationnelle qui aide à clarifier les rôles, à identifier les fenêtres d'action et puis à rapprocher les ambitions de la stratégie SOL suisse de la réalité des projets. Le Reuse Living Lab est un projet de recherche financé par le Smart Living Lab et porté par la HEIFR. Il réunit plusieurs acteurs, chercheurs, entreprises, architectes et ingénieurs autour d'un objectif commun, réduire l'impact environnemental du secteur de la construction. L'idée principale est de repenser le cycle de vie des bâtiments, aujourd'hui encore largement linéaire, pour aller vers une approche circulaire, où l'on cherche à couper l'extraction de nouvelles ressources et à réduire la production des déchets. Le Reuse Living Lab implémente une approche participative à la recherche. Le potentiel du réemploi, les obstacles à son déploiement et puis les besoins de recherche sont discutés et définis de manière collaborative avec un réseau de partenaires externes à la haute école. Donc, par ces activités, le Reuse Lab vise à promouvoir la mise en réseau de tous les acteurs intéressés par le réemploi, le lancement de projets pilotes concrets dans le domaine du réemploi des éléments de construction, et puis la systématisation des connaissances. C'est dans cette continuité qu'a été développée la plateforme FreeSource, un outil issu du Reuse Living Lab, destiné à connecter les acteurs du réemploi et à faciliter la mise en réseau, la traçabilité et la valorisation des éléments constructifs réutilisables. Donc, FreeSource, c'est une plateforme digitale pensée comme un lieu de rencontre, de nouveauté et de mise en relation qui complète et valorise les acteurs existants du réemploi,
L'équipe comprend des représentants de l'État, du monde académique et du secteur privé, ce qui donne une légitimité à la fois scientifique, économique et politique. Puis sur la page d'accueil, vous voyez tout de suite l'esprit de la plateforme. Non, pas encore. Donc c'est un réseau pour construire autrement en réutilisant mieux. Les 3 grands volets de la plateforme sont directement accessibles depuis la page d'accueil, donc que ce soit déposer une annonce, éléments et produits disponibles, et puis Use Living Lab. Et puis le principe de Free Source, il est très très simple, favoriser l'échange et le réemploi des éléments de construction entre entreprises et acteurs du bâtiment. Puis c'est très concret, il suffit juste, une entreprise ou une association peut déposer une annonce, et une autre peut directement s'en saisir. Et pour déposer une annonce, il faudra cliquer sur le bouton « Déposer une annonce » et vous devriez par la suite remplir un formulaire contenant les informations essentielles de vos éléments. Et puis, nous partagerons par la suite le nécessaire sur la page « Éléments et produits disponibles ». Donc ici, chacune et chacun peut consulter en temps réel les matériaux qui sont prêts à être réutilisés. La dimension scientifique de Free Source est présentée via l'onglet « Reuse Living Lab » qui se décline en 2 volets. Le premier volet concerne les conférences, dont la Péritech, workshops et formations pour les professionnels, étudiants et collectivités. Et puis ensuite, il y a le volet recherche et développement qui met en avant les projets actuels de développement autour du réemploi. Donc finalement, ces projets testent la faisabilité technique et économique du réemploi. Sur des cas réels, ils permettent de tirer des enseignements précieux et d'ancrer la plateforme dans une logique évolutive et pragmatique. On apprend en faisant et on adapte en fonction des résultats. So, da bin ich wieder, diesmal gleich auf Deutsch. Also, ich zeige euch gerne hier ein Projekt, das sich mit der Entwicklung neuer Bindemittel für Beton beschäftigt, die insbesondere sehr schwach belastet sind mit CO2, weil die Zementindustrie, die hat dieses Ziel, dass sie bis 2050 sogar negative Emissionen haben sollte. Und das ist zumindest mal die Strategie, respektive das Ziel vom Ganzen. Und was wir tun, wir unterstützen diesen Prozess, indem wir neue Familien von Bindemitteln entwickeln, die deutlich weniger Zement verwenden, also nur noch 50 Zement von jungfräulichem Zement. Und wir arbeiten viel mit kalzinierten Tonen einerseits, aber auch mit Aschen, die aus der Wärmeproduktion mit Fernheizkraftwerken kommt, weil die Leute haben auch ein Problem, die haben nämlich riesige Mengen Abfall an Asche, mit denen sie etwas tun sollten. Wir basieren uns da auf Erfahrungen entwickelt an der EPFL Lausanne, die Technologie LC3, und verwenden, wie gesagt, diese lokalen Aschen für um den Gehalt an Zement zu reduzieren. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir da verschiedene Materialien damit produzieren können, also natürlich noch nicht auf industrieller Ebene, aber zumindest im Labor. Wir können einerseits mit Leichtmörteln arbeiten, die derart leicht sind, dass sie sogar schwimmen können. Die haben natürlich geringere Druckfestigkeiten, als wir es uns von Zement gewohnt sind, aber sie bringen einen Mehrwert, weil sie sehr leistungsfähig sind bezüglich thermischen Eigenschaften. Damit können wir auch leichter bauen, was wiederum Vorteil hat, insbesondere für Leichtbauten wie aus Holz. Wir verwenden diese Art Bindemittel auch, um Leichtzuschläge zu entwickeln, die den Beton eben insgesamt auch leichter machen. Das Spezielle daran ist, wir arbeiten mit einem Granulationsverfahren, einem Kaltgranulationsverfahren in einem sogenannten Pelletizer, und das braucht wenig Energie, um diese Leichtzuschläge herzustellen. Wir verwenden da wiederum Sägemehl, ebenfalls ein Abfall, und diese Aschen und können so Leichtzuschläge erreichen, die vergleichbar sind zu Blähton, und wir sind auch imstande,
dort verschiedene Größen herzustellen. Last but not least, wir arbeiten mit diesen Kompositzementen, in denen wir eben diese Holzaschen und auch andere Substitutionsmittel einführen und können dort, wenn wir doch noch etwas Klinker beifügen, durchaus vergleichbare Widerstände für handelsüblichen Zement erreichen, aber das bei 40-50% weniger CO2. Also Beton ist halt eines der meistverwendeten Baustoffe nach wie vor und dort ist der Hauptanteil von der CO2-Bilanz im Zement. Also haben wir großes Interesse, den zu verbessern. Der andere Teil vom Beton sind die Zuschläge. Und wir haben eben auch das Problem, dass die Bauindustrie ist nicht nur der größte Konsument von natürlichen Ressourcen, sondern auch der größte Abfallproduzent. Sie haben hier eine Zusammenstellung, welche Abfälle wir bei Bau und Abbruch so generieren. Und schon diese Abfälle aus Abbruch und während des Baus sind immense Mengen. Und das wollen wir weiterverwenden, respektive wiederverwenden. Das wird heute bereits gemacht, aber nur in den Bereichen mit sehr großen Durchmessern der Aggregate, alles über 16 mm. Aber das darunter macht halt etwa 2/3 bis 3/4 des Gesamtvolumens der Zuschläge aus. Also haben wir ein großes Interesse, vor allem hier mit den rezyklierten Zuschlagstoffen arbeiten zu können. Dort ist es aber deutlich schwieriger, leistungsfähige Betone herzustellen. In Zusammenarbeit mit dem Institut ICOSYS unserer Hochschule hier arbeiten wir hier mit KI-Tools, die uns erlauben, das besser zu charakterisieren. Wir können schon einmal rein aufgrund von Bildern können wir klassifizieren, was für eine Art Zuschlag ist es natürlich gebrochen, ist es Beton rezykliert, ist es Mischabbruch. Es erlaubt uns ebenfalls auf Grundlage allein von Bildern und den entsprechenden Tools eine Korngrößenverteilung vorherzusagen. Und die können wir dann in eine Betonrezeptur initiieren und so eine Voraussage für die zu erwartende beispielsweise Druckfestigkeit des Betons machen. Und diese Bilder hier, ganz unten rechts, die zeigen Ihnen dann eben, dass wenn wir diese Bilder verwenden und deren Eigenschaften, wie sie charakterisiert werden können, das sind sogenannte Embeddings, sind wir deutlich besser in der Voraussage. Also wir machen einen geringeren Fehler und der variiert noch weniger. Voilà, damit sind wir am Ende dieses 4. Themas und ich gebe weiter an Fabien Favre für den Abschluss. Vielen Dank. C'est effectivement à moi que revient le dernier mot. Oups. Yeah, on y est. Pour amener une conclusion à cette présentation, vous avez vu que l'ITEC, c'est une palette de compétences, de méthodes actuelles, innovantes, dans tous les domaines du génie civil. C'est des chercheurs et des chercheuses qui sont passionnés et investis au service de leurs partenaires de R&D, qui sont à l'écoute des questions actuelles, même de celles de demain, et qui sont à l'écoute de vos questions. La parole est à vous. C'est le moment de poser vos questions sur la conférence. Jacques Bercier, ancien de l'école. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Premier point. Deuxième point, merci pour cette très belle présentation de projet. C'était magnifique. Ça fait plaisir de voir l'évolution de la filière et de l'Institut. Ma question sera, dans quelle mesure l'IA est-elle introduite maintenant dans la filière, tant au niveau des projets, on en a eu 1 ou 2 aspects déjà, mais que de l'enseignement, voire l'enseignement de l'IA auprès des étudiants. Renaud, je pense que tu dois répondre à cette question.
Donc, c'est la question de l'introduction de l'IA auprès des étudiants. Est-ce que là, ça fonctionne? J'étais concentré sur le micro, j'ai pas entendu la fin. Dans quelle mesure l'IA est-elle utilisée d'une part dans l'enseignement? Dans les projets, on en a eu quelques aspects déjà. Et dans quelle mesure est-ce présenté aux étudiants? Alors je pense qu'actuellement, il faudra passer la parole aux étudiants. Je pense que c'est eux qui l'utilisent le plus dans la partie. Les profs pas encore beaucoup. Il y a de la formation qui se fait justement pour déjà savoir ce que c'est, comment l'utiliser. Du point de vue enseignement, du point de vue pédagogique, le développement de concepts pédagogiques pour l'enseignement, c'est assez performant. Pour la résolution de problèmes de génie civil, c'est très peu performant. On voit des choses assez horribles qui sortent de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier que dans l'intelligence artificielle, il y a surtout artificiel, mais pas grand-chose d'intelligent. Ça se développe quand même rapidement. On voit l'évolution. Les réponses sont quand même meilleures, mais on est encore loin du compte. Donc ne dimensionnez pas avec l'intelligence artificielle, sinon vous allez passer, comme je dis toujours, pour la case prison. Il faut éviter ça pour les étudiants. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se développent. Typiquement dans le développement entre, par exemple, dans le monde de la construction, entre le BIM et finalement l'établissement de la série de prix, du catalogue des articles normalisés, etc. Il y a des liens qui se font, en tout cas des développements qui se font dans ce sens-là. On n'a pas encore de cours complètement dédiés à ça. C'est autorisé pour les étudiants à l'utiliser dans le cadre de leur cursus. Puis je pense que c'est même conseillé de le faire, hein, parce que je veux dire, c'est un outil, comme il y a eu Wikipédia, ou la machine à calculer, hein, si on passe de la règle à calcul, etc. Il y a l'ordinateur. Donc c'est un outil qu'on doit utiliser. Il faut bien connaître les limites et les risques. Et puis finalement, la personne qui l'utilise prend la responsabilité des résultats qui va ressortir avec ça. Puis ça, c'est surtout cette sensibilisation-là qu'on essaye de transmettre. Dans le cadre de notre cursus, quand il y a l'utilisation dans les projets de semestre ou de bachelor, ils doivent le signaler comme source, finalement, de ce qu'ils ont utilisé. Ça répond à ta question? En tout cas, depuis que l'IA est ici, moi, je lis des rapports avec beaucoup moins de fautes d'orthographe. Bonjour, Sylvie Caudron du bureau Techné. Je voulais savoir comment vous déterminiez ou choisissiez les projets sur lesquels vous travaillez. C'est à moi de répondre. Il y a, entre nous, on a une vision de là où doit être notre rapport. Vous avez vu, aujourd'hui, c'est faire mieux avec moins. Donc notre recherche, elle est autant que possible dirigée dans cette direction-là. Après, notre recherche, elle est aussi, comme je vous le disais, là pour répondre à des demandes qui viennent du tissu économique. Donc là, on va répondre à ce qui est questionné, donc on ne choisit pas forcément l'orientation. Et puis, donc après, il y a aussi l'aspect fonds disponibles, donc qui va aussi nous profiler sur des demandes, en fonction des demandes qui sont ouvertes, des fonds qui sont mis à concours. Donc on a une direction, le jalon est par là, et puis on avance comme ça. Voilà, pour répondre simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est bon? Merci. D'abord, félicitations pour cette présentation et félicitations pour les travaux que vous faites. C'est vraiment impressionnant et très intéressant. D'où ma question. Comment les étudiants en profitent en fait de ces recherches, de ces projets? Comment vous intégrez ces projets de recherche dans l'enseignement? Qui a envie de répondre? Moi, j'ai des exemples, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Oui, vas-y. Merci pour cette question. Alors, la réponse est pas simple, je dirais, parce que
nous développons d'un côté des solutions particulières pour une question particulière, qui est peut-être seulement un très petit aspect de ce que nous sommes censés d'enseigner. Nous formons à la base des généralistes qui doivent avoir une compétence large dans tout le domaine du génie civil, mais dans les recherches, nous nous occupons fréquemment des questions très, très spécifiques et détaillées. Donc, je dirais, d'un côté, ça peut servir en tant qu'illustration, en tant que démonstration, pour rendre attentif à certaines questions. De l'autre côté, c'est aussi que la majorité de nos étudiants terminent avec un bachelor et ils partent après dans la pratique. Donc, de leur montrer l'une ou l'autre chose qui sort de notre recherche, c'est tout à fait un atout pour eux, mais ils ont besoin d'apprendre les compétences fondamentales de l'ingénieur civil. Donc, je dirais, par rapport à l'enseignement, les résultats de recherche, voire la génération des résultats de recherche, c'est plutôt fait avec des masters, parce qu'au cadre des études master, au moins pour ceux qui touchent la thèse de master, là, la thématique elle est fréquemment associée à une question actuelle de la recherche qui soit l'intéresse le prof, superviseur, soit intéresse un partenaire industriel qui cherche le soutien de notre école. Si ça répond à la question. Une deuxième réponse pour le domaine transport et mobilité, ça dépend aussi de la durée des projets. Quand on a des projets qui sont très courts, typiquement sur mandat, ben c'est clair, on n'a pas forcément la possibilité d'aller mettre encore des travaux d'étudiants. Par contre, sur le Living Lab que vous avez vu avec les personnes aveugles et malvoyantes, là, ça nous a permis de mettre 6 travaux d'étudiants, justement sur 6 des prototypes qui ont été développés. Donc là, on arrive à intégrer des travaux d'étudiants, mais plutôt, on va dire, sur des projets plus longue durée. Et dans le domaine de l'eau, je peux apporter un complément, les recherches que vous avez vues sur le fonctionnement des systèmes de traitement des eaux de ruissellement de chaussée, ces systèmes, ils ne sont jamais explicités par les producteurs de ces systèmes. Et donc, de pouvoir montrer des résultats tels que ceux qu'on produit, qui mettent en évidence les points clés des systèmes de traitement, qui mettent en évidence leur fonctionnement au cours des événements pluvieux, c'est une attention qu'on peut, un système d'alarme qu'on peut allumer chez nos étudiants lorsqu'ils seront confrontés au choix qu'ils vont devoir faire d'un système ou d'un autre. Donc là, c'est vraiment directement des apports qui vont pouvoir être récupérés. Et d'autre part, on a aussi tendance à leur proposer des travaux dans lesquels ils vont pouvoir utiliser par exemple un nouvel outil de modélisation comparé à un outil de la pratique, et pour pouvoir voir finalement quel est le gain, dans quelle situation il en tirerait bénéfice et dans quelle situation ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'outil très spécifique. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, je crois que tout le monde est pressé de passer à la suite. Alors, je vais devoir donner quelques instructions. D'abord, on m'a dit de rappeler aux GC1 qu'ils doivent signer la feuille. Donc, on l'aura entendu. Voilà, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, comme de coutume, vous êtes invités à poursuivre les discussions, le plaisir de se rencontrer devant l'entrée de l'auditoire, autour d'un apéritif qui est servi par les assistants de la filière de génie civil. Pour les personnes qui se sont inscrites pour continuer les discussions sur les présentations qu'on a faites et puis visiter nos infrastructures, donc dans l'activité qu'on propose à la suite qui s'appelle l'Apéritech, je vous les invite à suivre Johanna Nsayer, que vous voyez là, qui va vous conduire vers nos laboratoires. Donc on ne s'arrête pas devant l'apéritif, devant la porte. Pour cela, c'est plus loin que ça va se passer. Avec les badges. Je suis très reconnaissante de votre présence, de votre attention. Et puis, je dois dire que comme Jacques Bercier, je suis très, très fière de la qualité des projets et des présentations qui ont été faites ce soir. Je peux le dire parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Merci beaucoup.